Là, aujourd'hui, quand tu écoutes un podcast, c'est comme si tu avais passé une heure avec deux personnes. Si c'est des CEO de boîte, tu choisis dans quoi tu veux évoluer dans ta vie et tu peux les écouter. Chaque évolution passe par une rencontre. J'étais très timide au début. J'étais là, je parlais à peine aux gens. Et d'aller en fait à des événements, à parler à des dizaines de personnes à chaque fois, ça te permet de te confronter à la réalité, en fait, de voir un peu ta valeur sur le marché, à voir comment tu réagis. Le American Dream, c'est plutôt le Dubai Dream maintenant. C'est juste anticiper, prévoir et juste bien organiser, comprendre comment ça se décompose un événement, vraiment le décomposer et penser à tout. L'expérience que tu vas fournir aux gens, donc les gens qui viennent, est-ce qu'ils ont les informations nécessaires. On va dire que plus tu multiplies les points de contact et plus tu multiplies les relations que tu as, plus tu accélères. On est très égoïste et on pense qu'on peut faire beaucoup de choses seul et qu'on n'a pas besoin des autres. Alors que par définition, l'homme c'est un être social et on a besoin des autres pour évoluer et se développer. Mais tu deviens un peu un rat en étant là-bas, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est assez particulier comme sensation. À compter les euros. Alors toi quand tu manges, tu comptes des centimes. Bonjour Simon, merci d'avoir rejoint le podcast. Ça fait très plaisir de t'avoir. Avec plaisir, salut Adrien, tu vas bien? Super, à toi. Est-ce que du coup tu peux un peu te présenter, savoir ce que tu fais, qui tu es? Ouais, carrément. Moi du coup je m'appelle Simon Zohar, j'ai 20 ans. Ça fait depuis que j'ai 19 ans, donc maintenant un an, plus d'un an même que j'habite à Dubaï. Et je me suis expatrié parce que cette ville m'a toujours beaucoup attiré. Ça fait depuis 13 ans, en fait, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, que j'avais cet objectif-là à Dubaï. Euh, et donc aujourd'hui, je me développe ici parce que c'est un pays qui m'a beaucoup attiré de par les valeurs qui en ressortent. En vrai, je trouve que les gens sont plutôt ouverts d'esprit ici, le temps est bon, la fiscalité aussi est très avantageuse, ça joue beaucoup parce que toi comme moi, enfin toi tu viens pas de là mais on s'est connus là-bas, moi je viens de Nice de base et c'est vrai que bon, je me suis pas expatrié pour la température parce qu'à Nice ça va, il fait quand même pas trop Ah, mal. c'est chaud, ouais. Ouais, ça va, on est quand même chanceux, mais on va dire que oui, le côté aussi entrepreneurial, plus liberté. Euh, et même, je le vois en étant là, en quelques heures d'avion, je peux être en Asie, je peux être en Europe. Je suis assez central. Alors, les US, je l'ai fait l'année dernière, New York, Dubaï, ça m'a tué. Mais à part les US qui sont un peu loin, en soi, tu es plutôt central. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le centre du monde, entre guillemets, le centre du monde, il se décale un peu vers le Moyen-Orient. Dubaï attire quand même déjà. En fait, c'est l'endroit qui attire le plus de millionnaires chaque année. Donc, en vrai, c'était pas pour vendre Dubaï, mais ils ont bien fait leur taf. Et on va dire quoi, le American Dream, c'est plutôt le Dubai Dream maintenant que les gens ils ont en tête. Et donc du coup, moi j'ai choisi de vivre le Dubai Dream. Me voilà à Dubaï. Et du coup, à côté de ça, moi, quand je te disais, j'ai démarré à 13 ans. J'ai démarré au début avec plein de petits business. Je faisais de l'e-com, je faisais du trading, je faisais plein de choses. J'essayais de faire de l'argent en fait. Je savais pas trop comment ça marchait, mais je savais qu'en ligne il y avait des possibilités parce que je voyais sur internet des gens faire. Pour pas citer quelqu'un en particulier, je regardais beaucoup. En fait, moi, je viens du milieu du développement personnel de base. J'adorais le développement personnel. Après, je suis tombé sur la finance parce que je voulais réussir dans les études et je voulais faire de la finance. Et de la suite de ça, l'algorithme est bien fait. Heureusement d'ailleurs que les réseaux sociaux existent. Enfin, je pense que ça a aussi beaucoup aidé. Enfin, personnellement, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Euh, YouTube, surtout YouTube en vrai. Et même Instagram, etc. Tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux écouter, tout ce que tu peux t'imprégner en fait, qui n'est pas forcément accessible à n'importe qui. Si t'as pas un ami comme ça en commun, enfin à l'époque de nos parents par exemple, qui n'avaient pas forcément cette proximité-là. Aujourd'hui, quand tu écoutes un podcast, c'est comme si tu avais passé une heure avec deux personnes. Si c'est des CEO de boîte, tu choisis dans quoi tu veux évoluer dans ta vie et tu peux les écouter en podcast, en vidéo, etc. Ça, je trouve que c'est quand même un levier hyper puissant qu'on a aujourd'hui en 2025 et même voilà, dans notre génération. Donc voilà, je me suis lancé grâce aux réseaux sociaux, grâce à YouTube, etc. J'ai pas mal appris. Et en fait, à force de rebondir à gauche, à droite, moi, le truc qui me passionnait le plus, c'était l'investissement. J'avais commencé dans la crypto. Donc j'ai entrepris dans ce milieu-là. J'avais une agence Web3 avant. Donc j'accompagnais des projets crypto, NFT à se développer, sur tout type, sur la partie dev et marketing. Et du coup, quand le marché s'est crash, pour la faire courte, j'ai pivoté et j'ai continué cette agence-là que j'ai renommée dans le Web 2. Donc Web 2, ce que j'appelle Web 2, c'est le web traditionnel, donc tout ce qui va être immobilier, restauration, voilà, toutes ces choses-là, avocat, conciergerie, ça peut être plein de services, mais en fait des choses plus traditionnelles, des hôtels, etc. Parce que y a aussi une demande en fait sur les mêmes types de services qu'il y avait dans le Web 3, ce que je faisais dans le Web 3, mais retranscrit dans le Web 2, dans le Web traditionnel. Donc voilà moi un peu mon parcours. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, en tout cas, ouais, c'est super intéressant parce que tu as lancé vraiment plein de business.
Je sais pas s'ils ont tous marché comme tu voulais en fonction de ton parcours. Est-ce que Bah, en vrai, tu as fait un du truc que resell? Est-ce que ça a bien marché de ce côté-là? Pourquoi t'as abandonné? Comment t'as fait la transition en fait entre tous ces business-là? ouais, un truc que je peux dire déjà pour les gens qui nous écoutent, c'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de m'éparpiller. Ouais, Genre, c'est quand je c'est sûr. démarrais, j'ai voulu faire 5 business en même temps. En fait, j'étais nulle part. Et le seul qui me faisait de l'argent, vraiment, que j'ai démarré quand j'avais 14 ans, donc un an après avoir découvert tout ce milieu-là, c'est le resell de sneakers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je payais un groupe tous les mois. Et en fait, j'avais accès à des insights, donc j'avais les stocks de Nike en direct au moment des drops, etc. J'étais sur toutes les applications, j'avais des bots pour aller, on appelait ça cop des paires, donc pour aller en fait acheter des J'étais paires en là-dedans n'importe. aussi, un peu sur Vinted et tout. Ouais, c'est ça exactement. On revendait sur Vinted et tout. Alors moi, j'avais aussi, enfin sur Nice, qui était bien. Je sais pas si toi si étais à Nice à ce moment-là, mais j'avais des partenaires entre guillemets, des boutiques sur Nice qui me rachetaient aussi les paires que j'arrivais à acheter. Donc je m'étais fait aussi un petit réseau sur place. Il y avait les deux teams, tu sais, il y avait les teams des gens qui allaient en boutique et ceux qui allaient en ligne. Moi, comme j'avais le lycée, je pouvais pas aller forcément tous les jours en boutique. J'ai fait quelques fois les boutiques et ça n'était jamais vraiment très, très, on va dire, très payant. Enfin, ça marche pas très bien. En plus, ça En part plus, super rapidement. bah, déjà à Nice, il y avait ceux qui faisaient des backdoors. Je sais pas si tu te rappelles. C'est les mecs, c'était les rois du monde. Ils avaient des contacts, Ils avaient tout. ouais, chez Footlocker, chez JD. Et en fait, t'arrivais, eux dans la nuit, ils étaient venus et ils avaient chopé toute la cargaison. Toi le matin, il y en a qui avaient campé toute la nuit. Je me rappelle, il y en a qui mettaient des tentes, il y avait une liste, il y avait un mec qui faisait des listes et ils attendaient toute la nuit pour qu'au final, bah, le lendemain, bah, non, il n'y a rien. Alors pourtant, il y avait bien le stock qui était arrivé. Et il y avait des stores, on savait que c'était tout en backdoor, donc on n'allait pas. Et D'où JD, les contacts, justement, tu vois. C'est pour ça que toi, maintenant, tu fais des événements, tu as une société qui organise des événements, Next Event. Tu es exactement. aussi dans le networking. Est-ce que du Ouais, coup, bah en fait, ça c'est vrai que c'est un truc que j'ai un peu skip dans la présentation. ouais, Mais moi, comment je me suis construit, comment je suis arrivé là aussi vite, c'est surtout grâce à mon réseau. Donc c'est grâce aux événements auxquels je suis allé, les événements aussi que j'ai organisés. Donc moi, j'ai commencé les événements networking il y a 15 ans. Et un an après, à partir de 16 ans, j'ai commencé à en faire moi-même. Donc au début, bah, pour Binance qui est un échange crypto. Donc en fait, j'étais ambassadeur chez eux. Je faisais venir l'équipe à différents endroits où j'organisais les événements. Et c'était cool, ça permettait de démocratiser un peu la crypto à l'époque. C'était en 2018-2019 par là. Donc c'était quand même ça fait un moment. Et après, j'ai décidé de faire ça pour un club d'affaires privé. Et puis après, je me suis mis entre guillemets à mon compte et j'ai fait les miens avec des amis. On a fait le Nexa Event. Donc aujourd'hui, qui est développé donc, principalement à Nice. Ça fait 3 ans qu'on est sur Nice. Tous les premiers mardis du mois, il y a à peu près 50, 60. On a fait 70 personnes des fois, ça dépend les mois. Mais voilà, et en gros, le but, c'est réunir des investisseurs, des entrepreneurs. Il y a 3 interventions aussi à chaque fois pour apporter de la valeur. Là, on a ouvert Béziers aussi comme ville, donc on a Nice, Béziers. Là, on est en train d'ouvrir Paris et on a peut-être l'île Maurice. Moi, je continue sur Dubaï. Alors sur Dubaï, je ne l'appelle pas Nexa, je le fais à mon nom parce que les gens viennent plus pour moi parce que Nexa ne connaissent pas ici. Donc je vais voir quand est-ce que je l'introduis petit à petit. Et après, le but, c'est de développer l'écosystème autour de ça. Parce que en fait, le réseau, ça m'a tellement servi que je veux donner la possibilité aux gens aujourd'hui. Alors, pas qu'ils se lancent, parce que pour moi, les gens qui se lancent, c'est vraiment différent. Ceux qui ont de l'expérience, du moins, ceux qui ont déjà généré de l'argent avec leur ouais, c'est qu'ils se business, connectent entre eux, que tu c'est ça, des qui projets veulent qui se se lancent derrière. développer, Ouais. c'est ça, qui veulent se développer, d'accéder à vraiment utiliser le réseau concrètement dans sa vie de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose quand même vu un peu, pas bullshit, mais de loin, comme quelque chose de difficile à utiliser où les gens en fait ne savent pas faire. Ils vont à des événements et ils n'ont aucun ROI, c'est-à-dire qu'ils perdent leur temps limite. Ils y vont, ils n'ont pas de démarche précise, ils ont des objectifs en tête qui sont trop rigides et du coup ça se ressent. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais demain, si moi je viens de voir, je veux te tirer quelque chose de toi, tu deviens mon client ou quelque chose comme ça va se sentir. Et quand tu as un intérêt derrière la tête, ça bloque et tout de suite ça met une barrière. Donc les gens ils networkent pas dans le bon mindset. Donc aujourd'hui c'est ce que je veux aussi apprendre aux gens à faire. Là je suis en train de développer un accompagnement, je commence à accompagner déjà les premiers élèves où je les aide justement à approcher le networking de la bonne manière pour pouvoir avoir des résultats en fait probants sur le long terme. Et pas juste perdre son temps, échanger des cartes de visite, parce que c'est ce que je dis à tout le monde, mais en gros, avoir un gros réseau, c'est pas avoir une liste de contacts à rallonge, c'est avoir des gens sur qui tu comptes, qui te recommandent, qui parlent de toi, et ça pour moi c'est la base. Bah ouais, c'est un levier, je pense que c'est l'un des leviers les plus puissants en soi, le réseau. Moi, je sais que c'est ce qui m'a le plus aidé en soi. En fait, c'est ce qui te permet d'atteindre les plus grands paliers. Tu peux rester sur un même palier en faisant ton travail, en fait.
en Ouais, restant dans ta chambre, en restant bloqué chez toi. Mais là où tu vas débloquer des nouvelles compétences, des nouveaux contacts, des choses qui vont vraiment te pousser plus loin, c'est à travers le réseau. Ça, carrément. je suis Et persuadé dans le fond, dessus. ça, j'aime bien le dire aussi, mais c'est chaque évolution passe par une rencontre. Et cette phrase, elle est très vraie. Et en soi, enfin, tu l'as vu toi aussi avec ton expérience et tous ceux qui sont dans le business. En fait, ceux qui sont le plus durs à accrocher sur ces idéaux-là de networking, c'est les plus jeunes qui se sont construits avec le business en ligne, avec leur PC dans leur chambre, en pensant qu'il n'y a pas besoin de contact humain. Donc ils pensent que c'est les rois du monde parce qu'ils ont un PC, une connexion et qu'ils peuvent travailler de où ils veulent. En fait, ils oublient l'essence même du business, qui est l'humain. Et l'humain, il est au centre de chaque projet, de chaque entreprise et de chaque business aujourd'hui. Et l'argent, c'est un flux qui va d'un compte en banque de quelqu'un à une autre personne. Donc, en fait, c'est pour ça que l'humain, le réseau, c'est le plus important. Et c'est aussi ce qui te permet de te développer et de t'épanouir personnellement. Parce que on accentue trop sur la partie professionnelle quand on parle de networking. Mais en fait, pour moi, il ne faut pas dissocier aussi la partie personnelle. Parce que le networking, il m'a apporté beaucoup dans le personnel. Parce qu'en fait, avec des gens qui ont plus d'expérience, qui ont 50, 60 ans de bouteilles et qui ont vécu des choses que moi, je n'ai pas encore vécues, dont je peux m'inspirer, dont je peux retirer de la valeur pour ne pas faire les mêmes erreurs euh, sur plein de choses en fait, dans la vie perso. Et parce qu'en fait, on remarque beaucoup aussi en tant qu'entrepreneur, comme c'est toute notre vie le travail, entre guillemets, notre business. Dissocier les deux, c'est important. Et aussi, on se rend compte qu'on a beaucoup d'impact de notre business sur notre vie perso. Donc, il ne faut pas Ouais. dissocier les deux. Genre, quand ton business va mal, tu vas mal. Donc, en Et soi, l'inverse aussi, c'est quand toi tu vas mal, bah, ton business il suit derrière. exactement, c'est ça. Tu es une extension de ton business. Pour toi, ton business est une extension de toi. Donc, tout ce que tu sais, tout ce que tu mets dans ta tête, toute la valeur que tu acquiers et tous les échanges que tu as vont faire que tu vas scaler ton business ou non. Et aussi, comment tu te comportes, évidemment. Ta mindset, ça va faire que ton business marche ou non. Euh, et encore une fois, c'est que l'énergie. Moi, je parle beaucoup d'énergie, j'y crois quand même pas mal. Mais l'énergie que tu renvoies, entre guillemets, à l'univers, enfin, l'énergie que tu renvoies au monde et aux gens qui t'entourent, c'est aussi ce que tu vas réussir à attirer si ton objectif c'est dans ton compte en banque, on parle d'argent, c'est aussi lié à ça pour moi. Ouais. Bah, en parlant d'énergie d'ailleurs, je sais pas si t'es Ouais, dans la spiritualité, dans des choses comme ça. C'est quoi ton rapport à ça? ouais, Je crois pas alors y en de ait base, parlé parce que j'ai regardé un peu les podcasts que tu as déjà fait. Je suis pas sûr que tu aies parlé de ça. ouais, non, la spiritualité, alors j'en suis assez loin de base parce que je trouve ça, enfin, je trouve ça quand même assez opaque comme sujet, mais avec le temps, on va dire que j'écoute un peu ce qui se dit là-dessus. Moi, je suis pas forcément croyant d'une religion, etc. Je pense que oui, il y a des énergies qui circulent, que tout est vibration, énergie, il y a des fréquences, ça j'y crois beaucoup. Maintenant, enfin, j'ai pas envie de passer pour un fou, tu vois, à dire tout ça. Moi, c'est ce que je pense. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et je pense penser ça. Ça m'a beaucoup aidé dans ma manière de faire et de traiter la vie, le monde des affaires et aussi mes relations de manière générale. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'être plus heureux, d'être aligné avec ce que je fais, avec moi-même et pouvoir avoir de bons résultats selon moi, enfin des résultats qui me conviennent, enfin qui me conviennent pas, mais que je veux, on va dire, améliorer avec le temps. Mais je suis sur le bon chemin, je le sens. Et c'est quand tu es aligné comme ça avec toi-même et que tu sais où tu vas, ça fait trop plaisir. Et même quand tu fais du réseau, justement, c'est hyper important d'être aligné avec ce que tu dis, avec qui tu es. Sinon, en fait, ça se ressent aussi pareil. C'est une question d'alignement et ça se ressent d'humain à humain. Donc, encore une fois, les énergies, c'est aussi, ça fait partie du business pour moi. Ouais, c'est plus le côté métaphysique ou l'énergie, etc. C'est ça, ouais, exactement. Toi, tu penses beaucoup aussi, enfin, tu crois beaucoup par rapport à la spiritualité, etc. Ouais, enfin, je m'intéresse de plus en plus. J'ai découvert ça Ouais, il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, on va dire il y a 4 5 mois. Mais dès que j'ai découvert ça, en fait, ça m'a ouvert des trucs, mentalement, des barrières, etc. En fait, c'est juste une introspection de. Ça te permet en fait ouais, d'avoir une introspection sur qui tu es, de poser des questions, etc. Je pense que c'est très utile ouais, de juste essayer de comprendre un peu plus le monde qui t'entoure et c'est assez utile, je trouve. carrément. Non, mais tu as tout dit. En soi, pour moi, c'est la base parce que, enfin, quand tu comprends que l'humain, c'est à la base de toute chose. En fait, l'humain, enfin, surtout les entrepreneurs, mais après, c'est généralisé à tous les humains sur Terre, on est très égoïste et on pense qu'on peut faire beaucoup de choses seul et qu'on n'a pas besoin des autres. Alors que, par définition, l'homme, c'est un être social et on a besoin des autres pour évoluer et se développer. Et c'est juste faux de dire qu'on peut. Alors, encore une fois, en étant lock-in chez soi, pour l'avoir fait, pour peut-être toi aussi tu l'as fait, tu m'as dit tout à l'heure, pendant 2 ans, à bombarder, à développer un business. Alors,
heureusement qu'aujourd'hui on a YouTube et les réseaux sociaux pour faire ça. Sinon, en fait, c'est même pas imaginable de pouvoir s'enfermer comme ça chez soi. Enfin, c'est idiot presque. Maintenant, grâce au réseau, ça nous a permis quand même engranger de la data même en étant enfermé chez nous. Mais moi, ce que je dis, c'est quand tu fais du réseau, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu récupères de la valeur à la source personnalisée pour toi. C'est comme si en fait la vidéo YouTube, en fait, tu pouvais lui poser des questions et elle pouvait interagir par rapport Ouais, c'est au ça. contexte actuel et par rapport à toi. Et le réseau aujourd'hui, c'est un peu ça se matérialise comme ça pour moi. C'est les gens que je connais, à qui je peux apporter de la valeur, j'en apporte pour leur contexte, pour leur, on va dire, cas particulier. Et eux également, en retour, ils m'apportent de la valeur sur un cas particulier à moi, donc sur mon cas précis. Et donc pour moi, c'est là où tu vas plus vite. C'est au lieu de regarder 10 heures de vidéos sur YouTube, en un échange de 5 minutes, la personne, en s'intéressant à toi, en te posant des questions, elle va comprendre ton business, elle va comprendre tes attentes, tes objectifs, elle va pouvoir t'aider et à résoudre des problèmes comme ça, juste en échangeant un café, au lieu de passer 10 heures dans ta chambre à grind et à regarder des vidéos YouTube. Pour moi, c'est un accélérateur aussi sur ce point de vue-là quand tu Totalement, peux ouais. bien t'entourer. Totalement, ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Peut-être ça t'a aidé toi aussi, enfin, je sais pas, par rapport à ton expérience à toi. Ouais, en soi, bah, tu vois, je passais ouais, pas mal de temps à écouter des podcasts tous les jours, des livres, etc. Et ouais, ça aide déjà à te forger, mais ça prend bien plus de temps que si c'était par le réseau, ouais. Parce que tu peux Ouais. avoir des réponses à tes problématiques directement. Ok. Toi, t'approches comment le réseau par rapport à ça? Parce que j'ai vu que bah, on s'est rencontrés dans un événement de networking, justement, enfin, dans un mastermind. Ouais. Comment toi, t'approches aujourd'hui le réseau dans ton business et dans ta vie de tous les jours? Alors moi, tu vois, je restais beaucoup enfermé chez moi, tu vois. C'est, je pense, le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Tu es là, tu bosses sur tes projets. Euh, et en fait, j'ai eu un peu un déclic. Je me suis dit, faut que j'aille à des événements, faut que je vois un peu ce que ça donne. Après, c'était il y a longtemps, ouais, j'avais 17 ans. Du coup, je suis allé à plein d'événements. J'ai fait des trucs où il y avait des gens bien plus âgés. Je sais pas si c'était le cas aussi. Tu vois, t'as des gens de 40, Ouais, tout, 50 ans. Tu te sens pas trop ouais. intégré au début, Ouais, de mais toute façon, c'est ça qu'il faut parce que c'est là où tu vas aller choper le plus de valeur. Parce que pour moi, c'est ça. je suis toujours entouré de gens plus âgés. Parce que si tu veux faire évoluer ton mindset et faire évoluer bah, ta manière de penser et aller plus vite, pour moi, il faut s'entourer de gens qui ont de l'expérience et qui sont plus âgés. Ouais, c'est ça. Après, Voilà. je trouvais ça compliqué, tu vois, d'être, de trouver des points en commun avec ces gens-là. C'est ça le truc, de vraiment avoir une relation. C'était vraiment juste ouais, information, mais il n'y avait pas de grand-chose derrière. Ok. Et, euh, et après, du coup, j'ai essayé de faire ouais, un événement tous les mois, d'essayer de chercher des trucs, de rencontrer des gens. Et Aujourd'hui, ça a changé, toi, par rapport à ta vision des choses, des gens plus âgés, par rapport à la relation que tu pouvais créer avec eux ou pas forcément? non, là, ça va. Là, j'ai vraiment des amis, ils ont ouais, la vingtaine, la trentaine, même 40 ans. Ça pose pas de soucis. Mais au début, c'était vraiment, ouais, ça te mettait un peu la pression. Tu vois, t'es là à 17 ans, tu viens, il y a des mecs, ils sont bien plus âgés que toi, ils comprennent pas pourquoi t'es là, t'es le plus jeune de la pièce. Ça... Ouais, carrément. Mais déjà, c'est super courageux d'avoir fait ça à 17 ans. Même plus tôt, tu as commencé à quel âge les événements? Ouais, les événements, c'est ouais, 16, 17 ans, un truc comme ça. Ok, trop bien. En plus, tu as eu le déclic rapidement et tu as compris que c'était important pour se développer en fait en soi. Pas, enfin, ça dépend après dans quelle démarche tu faisais. Moi, au début, je le faisais dans la mauvaise démarche. Quand j'avais 15 ans et que j'allais aux événements, surtout Web3 de base, dans la crypto, bah, c'était surtout pour trouver des clients. Et du coup, je n'étais pas forcément dans les bonnes démarches. Mais après, j'ai vite compris que j'aimais bien créer du lien. Donc, les gens passaient outre le fait qu'au début, j'essayais de les closer. Mais oui, il faut vraiment être dans cette démarche-là de se dire je viens chercher de la valeur même je viens rien chercher de particulier, tu vois. Moi, je me dis beaucoup quand je vais à des événements networking, je viens pour donner, pour apporter mon savoir et ma valeur à des gens qui auraient besoin d'aide. Parce que ça t'apporte que des choses bien. Encore une fois, comme on parlait d'énergie tout à l'heure, pour moi, quand tu véhicules cette énergie que tu as en toi, tu la transmets et qu'elle est bonne et qu'elle est pure et qu'elle est sincère, ben en fait, ça revient fois 1000 sur toi, tu vois. C'est un peu le karma, tu vois. Je crois beaucoup, donc c'était dans le mindset dans lequel j'étais, tu vois. C'est de me dire, ok, qu'est-ce que je peux donner à ces personnes-là? Pourquoi ces personnes-là, en fait, demain, en fait, c'est aussi pour confirmer un peu mes skills sur le marché. Ça me permettait de me confronter directement et de dire, putain, est-ce que quand je lui dis ça, il tilt et il se dit, ok, ce mec-là, il est smart, il m'a apporté un bon truc, ou est-ce que j'étais totalement à côté de la plaque et qu'il fallait que je continue à travailler mes expertises, on va dire. Ouais, c'est ça, ça te permet de te confronter et aussi de te développer un peu personnellement. Enfin, je sais que moi, j'étais très timide au début. Tu vois, j'étais là, je parlais à peine aux gens. Et d'aller en fait à des événements, à parler à des dizaines de personnes à chaque fois, ça te permet ouais, de te confronter à la réalité, en fait, de voir un peu ta valeur sur le marché, à voir comment tu réagis. Et ouais. Carrément. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, ça m'a beaucoup aidé au début. Quand je faisais.
Ok, alors j'ai un petit truc à te demander. Yes. Tu vois, on était sur Nice, tu m'avais dit que tu ne croyais pas au scaling. Est-ce que tu peux m'expliquer ça Ok. un peu plus en détail? Parce que je trouvais ça intéressant et je veux voir un peu ta vision sur ça. Ouais, alors, j'ai pas dit que je croyais pas au scaling, alors peut-être je l'ai dit comme ça sur le moment parce que ça, je te disais, ça dépend pour moi des secteurs. Pour moi, les gens qui parlent de scale, par exemple, moi dans mon business model, j'ai une agence marketing. Donc j'ai des équipes, j'ai des humains, les gens que je délivre, c'est des humains. Pour moi, une agence marketing, ça se scale pas. Dans le sens où c'est pas t'appuies sur un bouton, tu dépenses plus en ads, ou tu vas à plus d'événements networking, tu rentres plus de clients. Enfin, c'est compliqué de matérialiser le scaling. Pour moi, le scaling aujourd'hui, il peut se faire par exemple sur l'e-commerce. Sur l'e-commerce, tu peux scale, parce que c'est un business model qui scale. C'est un business model où quand tu as trouvé un bon produit, une bonne offre, un bon angle marketing, une bonne boutique, un bon copywriting qui touche bien cette cible-là, à la limite, bah là, tu mets un budget, tu as trouvé tes créatives, etc. Bon, il faut toujours en faire des nouvelles, tu as compris, mais tu as ton système, tu envoies du budget ads, ça avance, ça avance, ça avance, tu es rentable, tu envoies de plus en plus de budget ads, ça avance, ça avance, tu as juste les angles marketing, tu essaies de développer des trucs, tu fais des nouvelles créatives, blablabla, bla, 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 mais ça se scale réellement. Pour moi, c'est un business qui scale. Moi, un business aujourd'hui, comme l'agence marketing que j'ai, où il y a de l'humain, l'humain ne se scale pas. L'humain, c'est pas Ok. scalable. L'humain, c'est comme monter des escaliers, tu vois. On va dire, la scalabilité, c'est comme si tu prenais un ascenseur. Quand tu scales, tu prends un ascenseur. On va dire, quand il y a de l'humain, pour moi, quand il y a de l'humain dans la chaîne de valeur, bah, c'est plus des escaliers, tu vois. Tu montes les marches step by step. Donc, je sais pas, je te dis une connerie. Ce mois-là, tu peux délivrer 5 clients. Ensuite, dès que tu as fait 3 mois à 5 clients, bah, tu as la trésor pour pouvoir recruter une personne de plus et aller à 6. Donc, les gens que tu refusais initialement, tu peux les absorber et ainsi de suite. Et donc là, tu montes les marches. Mais demain, tu ne peux pas faire 1, 10, 100, 200 comme tu pourrais faire en e-commerce avec du budget ads investi de plus en plus. C'est surtout ça la nuance que je voulais apporter. Je ne sais Ok. plus comment tu l'avais sorti, cette phrase du contexte et de la manière dont on avait discuté, mais c'était vraiment de cette manière-là que je voulais te dire ça, c'est par rapport au business model. Pour moi, tous les pseudo-coachs ou infopreneurs en ligne qui disent je vais scaler ton agence ou je vais scaler un business model qui requiert beaucoup d'humains, donc en fait que toute la chaîne de valeur est reliée par des humains, pour moi c'est totalement du bullshit. Ouais, t'as pas cet effet de multiplicateur, en fait, tu veux pas C'est ça. multiplier le résultat, c'est vraiment ouais, des étapes. Après, chacun aussi a sa définition du scaling. Il faut définir, Ouais, faut c'est ça. définir la scalabilité. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit non, sinon je suis pas d'accord, parce que scaler, pour moi, c'est ça, ça, ça. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai une vision assez différente de ça. Donc moi, dans ma vision des choses, voilà, c'est comme je te l'expliquais là. Scaler, c'est vraiment de manière exponentielle quand tu as trouvé ton product market fit, accélérer la croissance. Euh, et ça, c'est possible, tu vois, par exemple, dans le SaaS, c'est possible dans l'e-commerce, c'est possible dans tous ces business models-là, où en fait, il n'y a pas de contrainte humaine pour délivrer. Alors, tu me diras, l'e-commerce, c'est un produit, donc il y a la logistique, etc. Mais c'est des chaînes logistiques, tu vois, c'est des grosses boîtes, c'est des fournisseurs, c'est des multinationales, c'est Amazon, c'est Chronopost, c'est des gros fournisseurs avec des grosses usines. Donc, en soi, Voilà, la il y seule a contrainte, c'est la dévrabilité, quoi. c'est ça, genre vraiment, faut vraiment faire des chiffres de fou pour atteindre un plafond. Et au pire, tu trouves une autre usine, tu trouves un autre fournisseur qui a plus de produits, qui peut produire plus, qui a plus de capacité, et tu trouveras, tu vois. C'est surtout ça la nuance que je voulais apporter. Ok, voilà, je comprends mieux. Ouais. Ouais. Et toi, par exemple, sur tes business, comment tu comptes passer ces étapes-là, sur ton agence, par exemple, ou tes différents business? C'est quoi un peu la Ouais. vision que tu as sur les années à venir? Ben, en soi, là, pour t'expliquer un peu où j'en suis, donc j'ai racheté la boîte dans laquelle j'étais avec mon associé. Voilà, il y avait des ententes, enfin, chacun une vision différente, donc j'ai racheté les parts. Donc là, je développe l'agence maintenant tout seul depuis peu de temps. Et en gros, si tu veux, là, je vais implémenter un peu toute la valeur que j'ai réussi à collecter de mon réseau. En fait, si tu veux, dans mon réseau, j'ai beaucoup de gens qui sont spécialisés en acquisition. Euh, et en fait, si tu veux, là, moi, je dois être bon, c'est surtout sur la partie acquisition, parce que si je veux aller au prochain niveau, en gros, si tu veux, là, actuellement, mon agence, le plafond que j'ai atteint, c'est 60 000 euros en un mois. Là, actuellement, je tourne à peu près à 20 000 euros par mois. Mais mon but, c'est de passer à 100 K par mois avec l'agence. Et pour ça, il faut que je mette en place des choses très précises. J'ai des gens dans mon entourage qui peuvent m'y amener et qui peuvent me permettre d'arriver là. Et donc aujourd'hui, je m'entoure de ces personnes-là et j'écoute et j'applique leurs conseils, ce que je ne faisais pas avant. Parce que bon, je t'ai parlé des détails avec mon associé, ce qui s'est passé, etc. Mais ce n'est pas très encourageant, on va dire. Le mood dans lequel j'étais et comment on travaillait, ce n'était pas quelque chose que je voulais faire à l'instant T. Maintenant, c'est quelque chose que je veux développer et que je veux faire. J'ai des nouveaux objectifs vis-à-vis de ça. Et donc, là, je suis en train de mettre en place justement plein on va dire, de tunnels d'acquisition multicanaux
pouvoir acquérir plus de clients, tout en maintenant évidemment une bonne délivrabilité, parce que le but c'est demain de refuser des clients et après potentiellement, comme je te disais tout à l'heure, encore plus, on va dire quoi, recruter des talents pour pouvoir délivrer encore mieux, encore plus et justement faire plus de chiffres. Ok, ok, je vois, ouais. Bah, Mais je te souhaite que ça se passe mieux. En tout cas, là, t'es réussi à prendre les paris, etc., à développer ça, je pense, ouais. ouais, T'as- c'est ça. tu utilises du coup les événements que tu fais. J'ai vu, t'en fais pas mal ce temps-ci. T'en as fait un sur un yacht. Là, il y en a un qui arrive, je crois, dans 10 jours. Carrément. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est quand j'ai démarré le business, je faisais des événements, enfin des événements, comment on pourrait dire, networking, qui étaient plus B2B, dans le sens des boîtes que je ciblais avec mon agence. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je vois plus ça comme un jeu, et comme j'ai plus trop besoin de trouver des nouveaux clients, enfin je dis ça, mais là actuellement je suis en recherche de nouveaux clients parce que je veux scaler justement, enfin je veux scaler, je veux grossir ma boîte, je veux faire x5 sur le CA d'ici fin 2026. Du coup j'ai besoin de me remettre un peu dans, la, dans le truc de l'acquisition, quoi. Outre le fait du bouche à oreille, du réseau, qui pour le moment en fait me font vivre. Aujourd'hui, tout ce que je génère comme chiffre d'affaires, c'est grâce au réseau, bouche à oreille, en fait, aux gens que je côtoie. Et là, il faut que je mette en place un système, tu vois, plus, on va dire, durable et périn, comme de l'ADS, comme du content en organique, comme de la prospection. Donc là, je suis en train de placer des équipes justement sur ces pôles-là pour pouvoir développer ça. Euh, ouais, comme je te disais, ouais, par rapport aux événements, je reviens à ça. Euh, Avant, je faisais des événements voilà, plus centrés avec ma cible, tu vois, pour acquérir des clients. Et aujourd'hui, comme j'en ai plus besoin, en soi, je faisais juste des trucs qui me faisaient kiffer. Donc, en fait, des gens de mon âge, des entrepreneurs digitaux dans le business en ligne. Donc, là, c'est exactement ce que j'ai fait avec la Yacht Party. Hein. Il y avait aucun client à moi là-dessus. Euh, il y aurait pu en soi, mais c'est pas du tout l'entourage aujourd'hui que j'ai créé autour de moi. Donc là, vraiment, mes perspectives pour cette année et là, on est en fin d'année, mais pour les années à venir, c'est développer des événements qui vraiment attirent différents types de profils, donc des jeunes comme des moins jeunes. Alors, il y avait aussi des gens, des couples de 50 ans, 60 ans que je connais qui étaient là sur le bateau, mais c'est quand même limité par rapport aux jeunes qu'il y avait. C'est les retours que j'ai eus, et c'est vrai. Donc, pour le moment, on va dire que j'ai pas forcément de choses à vendre et à monétiser à mon réseau euh, proche. Donc, les amis que je côtoie ici à Dubaï, contrairement à ce que j'avais en France. Donc là, mon objectif, c'est vraiment de développer ça et de dire je fais mes événements pour aussi pouvoir acquérir potentiellement, développer mon réseau pour acquérir potentiellement plus de clients sur mon agence. Euh, mais voilà, toujours dans le but de kiffer, de faire kiffer les gens. Donc Ouais, là, bah, prochainement, en tout cas, ouais, ouais, les événements que tu fais, même moi, tu vois, en vrai, ça me donne envie de venir à Dubaï juste pour assister aux événements que tu fais. Ça a l'air vraiment ouais, top. ouais, j'essaie de faire des trucs cool pour que les gens ils kiffent. Vraiment, c'est l'objectif. Et après, là, moi, ce que j'essaie vraiment de développer autour de ça, ça va être. En fait, je te dis, je veux essayer de faire du réseau et faire des événements pour attirer des prospects pour mon agence. Mais en soi, ça ne m'intéresse pas trop parce que là, je suis en train de mettre en place justement des systèmes d'acquisition qui sont totalement Autre chose. décorrélés de moi, de mon réseau. Euh, et en gros, vraiment, mon objectif avec les événements aujourd'hui, c'est après développer un club d'affaires. Je veux créer un club business. Euh, donc vraiment, sur différentes thématiques. Donc, je suis en train encore de réfléchir à tout ça. Je vais aussi développer une conciergerie attachée à ce club business parce qu'en fait, si tu veux, tous les jours, je me réveille chaque matin. J'ai 10 putains de messages de mecs qui me disent Simon, tu connais pas un tel, tu connais pas ça, j'ai besoin de tel contact, de ci, de ça. Et j'envoie des contacts à gauche, à droite, ça me saoule. C'est toute la journée comme ça. Enfin, ça me saoule pas en vrai, ça me fait plaisir, j'apporte de la valeur à mon réseau. Et pourquoi ça me saoule? Parce que justement, je suis dans la démarche, c'est pas mon business. Ouais, Sauf t'as que envie demain, je peux rajouter d'internaliser ça et de pouvoir ensuite délivrer. c'est ça. Je rajoute une activité une corde à mon arc, entre guillemets. Et du coup, je rajouterai une conciergerie. Je crée des partenaires de confiance à qui je redirige tout le temps les gens pour tel ou tel service. Les gens me reconnaissent pour ça, ils me demandent de plus en plus de choses. Et après, je mets une assistante qui va pouvoir gérer. Je vais acheter un numéro avec un WhatsApp, avec un branding, etc. Je suis en train d'y penser. Donc voilà, le but c'est événements. Des événements, il y a le club d'affaires, les clubs d'affaires évidemment qui sont liés aux événements, et la conciergerie qui englobe tout ça. La conciergerie qui me permet d'avoir les lieux pour les événements et d'organiser tout. La conciergerie qui permet aussi de fournir des services aux gens du club business. Et après aussi des gros masterminds que je prévois l'année prochaine à travers le monde pour pouvoir vraiment faire kiffer les gens, réunir des entrepreneurs dans des grosses villas, faire des grosses interventions.
Et vraiment, là, j'ai envie de tout arracher sur cette partie-là, vraiment réseau, networking, pour montrer à quel point en fait, le réseau, c'est puissant. Et tu vois, c'est un peu un challenge personnel qui me tient beaucoup à cœur et que je kiffe. Tu vois, c'est une mission qui me fait vraiment kiffer. Euh, Contrairement à l'agence où, tu vois, c'est plus un biz, on va dire, alimentaire. Euh, mais à côté, le but, ouais, c'est vraiment développer ces autres activités-là. Ouais, bah, moi je trouve en vrai que t'es très fort là-dedans, tu vois, t'arrives à gérer des événements comme ça, à en créer tout au long de l'année. Et est-ce que d'ailleurs par rapport à ça, est-ce que tu as des problématiques, par exemple à l'événement d'Ethan, je sais qu'il y avait vraiment énormément de trucs qui allaient pas, tu vois, Ouais. avec les propriétaires, etc. Est-ce que toi tu as eu des grosses galères dans l'organisation des événements ou des choses comme ça qui t'ont un peu... En soi, j'ai envie de te dire non, parce que je fais les choses bien. Il y a toujours des galères. Par exemple, sur le yacht, ça c'était chaud. Le traiteur qui arrive 30 minutes en retard. Bon, ça va que c'était bouché, qu'il y avait des accidents partout. Donc du coup, tout le monde m'envoyait des messages, mon WhatsApp, mon téléphone a bugué à ce moment-là, donc je ne pouvais même pas répondre. Mais en gros, les gens me disaient Simon, ça va pas le faire, il y a un accident sur la route, en plus c'était à Dubai Harbor, donc pour y accéder c'est une galère. Donc il y a eu quelques soucis logistiques, la location du yacht aussi. En fait, toute étape est compliquée. Maintenant, il faut avoir des process et bien gérer chaque étape. Et en fait, les gens ne l'ont même pas senti. Genre, pour te dire vraiment, les gens ne sont même pas rendus compte. Ils m'ont dit, bah, on a juste kiffé notre soirée. Pareil, la salle de podcast qu'on a installée sur le bateau. Bah, du coup, c'était un podcast en lancement. C'est des amis à moi qui lançaient ça. Donc, du coup, c'est moi qui avais tout le matos. J'ai pris un gros van. On a été à l'événement. On avait tous les micros, les cams, les trucs. Il y avait aussi un technicien qui était là. Moi, c'était pas prévu, mais la veille, j'ai commandé des gros cartons d'alcool. J'ai 4 cartons d'alcool énormes à me transporter sur le dos aussi. Donc, quand tu arrives là, tu es en sueur. C'était le 27 septembre, donc il faisait encore chaud à Dubaï. Tu es là à porter des cartons d'alcool jusqu'au bateau. Enfin, bref, donc pas mal de galères comme ça. Enfin, c'est surtout de mon côté qui ont été ressenties, mais les gens n'ont pas ressenti. Aujourd'hui, je dirais, bah, je n'ai pas envie de parler pour Ethan, mais j'ai vu quand même pas mal de choses dans l'organisation qui ont été faites. Je lui ai donné beaucoup de feedback suite à cet événement-là, de choses qui n'avaient pas été bien faites parce que il n'a pas l'expérience, tu vois. C'était les premiers, on va dire, événements comme ça qu'il organisait avec autant de logistique. Euh, mais après, voilà, c'est une question d'expérience. Mais je dirais, ouais, il faut être bien organisé, réfléchir à tout, même s'il y a toujours des imprévus. Mais prévoir les imprévus parce qu'en fait, c'est facilement prévisible, tu vois. Si tu sais que par exemple, le podcast, il était avec moi, donc la salle de podcast, c'était bon. L'alcool était avec moi, donc ça, c'était bon. Le yacht, bon, il était au port, donc on y allait, donc il était là, donc il n'y a pas de souci. Mais le seul problème, voilà, c'était par exemple la bouffe. Vous savez qu'il y avait les embouteillages, des trucs, donc je les ai appelés un peu en avance. Et ils m'ont dit on va du retard, etc. Enfin, voilà, donc c'est juste anticiper, prévoir et juste bien organiser, comprendre comment ça se décompose un événement, vraiment le décomposer et penser à tout. L'expérience que tu vas fournir aux gens, donc les gens qui viennent, est-ce qu'ils ont les informations nécessaires pour pouvoir passer un bon moment et connaître la vibe de l'événement, connaître les informations nécessaires pour être dans le thème, par exemple le dress code, les horaires, etc. Et aussi, toi, de ton côté, avec tes partenaires que tu vas engager, donc les prestataires pour le yacht, pour, voilà, dans le cas là, une maison, traiteur, etc., que tout soit organisé bien. Et toi aussi, en interne, tes équipes, les gens qui sont avec toi. Ça, c'est un truc aussi que j'ai trouvé qu'Ethan n'avait pas été très bien organisé quand j'ai vu sur place l'événement. C'était qu'il ne communiquait pas très bien avec les gens qui étaient là pour l'aider. Même moi qui étais là pour l'aider, j'arrivais pas à l'aider. Tu vois, genre, on ne pouvait pas l'aider parce qu'il n'arrivait pas à transmettre ce qu'il avait en tête. Il y avait trop de trucs, je peux comprendre. C'était tellement mal organisé que du coup, bah, il y a eu un peu des micmacs là-dessus. Mais peu importe. C'est l'expérience qui parle aussi. Et au début, il faut faire les choses en petit. Tu vois, il a vu gros directement. Mais en soi, moi, j'ai commencé avec les événements Binance. J'avais un support de fou avec Binance. Tu ne te rends pas compte. Le marketing, le support, bah, tout, en fait, toute la partie value des événements, bah, c'était l'équipe Binance qui l'a C'est porté. déjà en place. Ouais. Les banderoles, les t-shirts, tous les merch, les cahiers comme j'ai là, les stylos, tout ça, c'était géré par eux. La partie marketing aussi, les designs, etc. Moi, je devais juste gérer le lieu, faire venir les gens. Donc, j'avais juste une partie vraiment acquisition, marketing et gérer la partie physique, entre guillemets. Et eux, ils s'occupaient du reste. Donc, j'avais un support. Et en fait, tu vois, j'ai été step by step dans les événements avant de privatiser les miens, de faire les miens. Et pareil, le bateau, ça c'était un gros step parce que c'était privatiser un lieu, ce que j'avais jamais fait en fait avant. J'avais jamais privatisé de lieu, par exemple celui qu'on fait à Nice, c'était Oui, c'est une un terrasse restaurant. Ouais. où en fait ils ont personne le reste de l'année, même toute l'année. Donc du coup on avait avec la télé, en haut les gens ils venaient, ils consommaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc du coup on avait vraiment juste à gérer la partie intervention, value et acquisition. Et donc c'est de cette expérience-là que j'ai pu après développer la partie vraiment gérer le lieu, qui est un autre game encore. C'est se rajouter des couches de complications. Mais c'est là où tu évolues aussi. Et donc voilà.
voilà un peu comment ça s'est passé pour les événements. Ouais, je pense que ouais, faut se confronter en fait à ces problématiques le plus tôt, à faire des événements step by step en fait, ou n'importe quelle problématique que tu peux avoir. Carrément. Et ouais, par exemple, toi qui as commencé assez jeune à déjà commencer ça, là, t'arrives à un step, en fait, ça va être plus simple. T'as déjà des problématiques qui sont déjà venues avant, tu sais comment les résoudre plus vite, plus efficacement, et en fait, ça ira, ça sera plus simple, en fait. Exactement. Et j'ai pas la barrière aussi de se dire, en fait, je sais pas comment t'expliquer. Mais quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais un peu d'appréhension sur les événements Mhm. parce que j'étais personne ici. Je connaissais personne il y a un an. Je connaissais personne. Et un an après, j'arrive à réunir 100 personnes sur un yacht. Donc ça, c'est assez fou déjà. Parce que pour la plupart, il y a des gens que je connais, ça fait 2 3 ans qu'ils sont là. Ils connaissent pas tant de monde que ça. C'est pour ça que je pousse aussi les gens et je leur parle de plus en plus de faire du réseau. Parce que c'est triste et en fait, ils ne se rendent pas compte que ça les freine dans leur développement. Sauf s'ils ont de la chance et qu'ils trouvent les personnes parfaites, qui leur apportent la valeur qu'il faut, idéalement là où ils sont pas bons, et qu'eux, ils arrivent à délivrer aussi la valeur qu'il faut et leur connaissance aux endroits où ils sont pas bons, les gens qui côtoient. On va dire que plus tu multiplies les points de contact et plus tu multiplies les relations que tu as, plus tu accélères. Ouais, c'est ça, bah, tu vas connaître des gens, en fait, qui vont avoir des contacts dans un certain domaine, tu vas avoir des facilités dans un autre, tu vas pouvoir avoir les bonnes informations au bon moment, et ça, ouais, plus t'as de points de contact, comme tu l'as dit, plus ça va être simple. Exactement. Et toi, par exemple, avant de venir à Dubaï, du coup, décider de t'installer là, est-ce que tu as eu d'autres étapes, tu as vu d'autres lieux? Je sais que tu es allé en Asie, je crois, quelques mois. Alors, c'est une bonne question. Avant Dubaï, euh, j'ai été, j'ai voyagé avec ma famille, on va dire, mais personnellement, dans mon aventure entrepreneuriale, les voyages, on va dire, d'affaires que je faisais pour me développer, moi personnellement, en solo, j'ai fait Dubaï en premier. Après, je suis allé, ouais, comme tu dis, en Asie, j'ai fait Thaïlande avec Bangkok, Phuket, j'ai fait les îles, etc. Après, je suis allé à Bali. Je n'ai pas du tout kiffé Bali. J'ai pas aimé. Est-ce Ça, que je préfère. tu peux un peu développer sur ça? Pourquoi t'as pas aimé la vibe de Bali? Ouais, en fait, Bali, pour moi, c'est surcoté. En fait, c'est juste que j'ai fait 2 mois en Asie, j'ai fait un mois en Thaïlande et un mois à Bali en Indonésie. Et en fait, je m'attendais à avoir un truc. En fait, je m'attendais à tellement mieux euh, que j'ai été déçu. Et en fait, la Thaïlande, pour moi, ça surpasse Bali. C'est pour ça que je dis que j'ai pas aimé Bali, mon expérience à Bali. En soi, avec le recul, j'ai quand même kiffé. J'étais très seul parce que j'avais envie vraiment de me couper de tout le monde. J'ai pas networké, j'ai pas fait de réseau là-bas. Vraiment, j'étais moi et moi-même. Genre, je préférais, genre, j'allais faire tout seul les activités, visiter l'île. J'avais besoin d'être seul. À la fin, j'ai rencontré du monde justement des Français en faisant du surf. Et d'ailleurs, c'est toujours des très bons amis à moi aujourd'hui. Mais moi, ce que j'ai kiffé, c'est surtout ouais, la vibe surf, parce que j'adore surfer. La vibe pas prise de tête, nature. Par exemple, tu vois, le truc que j'ai détesté là où tout le monde va, c'est Canggu, l'endroit des entrepreneurs, tu vois, des expats, j'ai pas du tout kiffé. Mais après, voilà, une fois que tu trouves ton spot, quand même, c'est pas mal. Moi, j'ai trouvé Uluwatu. Uluwatu, c'est dans le sud. C'est magnifique. Tu as des plages incroyables, tu peux surfer et tout. Il y a des maisons de fous furieux. Franchement, cet endroit, non, franchement, cet endroit, je l'ai kiffé. Mais je l'ai pas passé assez de temps, malheureusement. Mais à refaire, je pourrais le refaire, Bali. Mais c'est juste que par rapport à ce voyage-là de 2 mois, je préférais la Thaïlande. Est-ce que tu trouves que justement, comparé à Dubaï, c'est un bon environnement pour travailler? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui s'expatrient là-bas pour justement bosser avec leur PC portable sur le bord de la plage. Est-ce que tu préfères plus une vibe Dubaï ou Alors, t'es j'ai pas envie focus de parler, j'ai pas envie de parler pour tout le monde parce que j'ai des potes qui font beaucoup d'argent et qui sont à Bali. Maintenant, sur ton expérience à toi? Qu'est-ce que ouais, tu préfères? moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est que ce qui est dommage par rapport à Bali, c'est que tu as des barrières parce qu'en fait, l'envie de faire plus, elle n'est pas palpable. À Dubaï, tu sors, tu vois des voitures de luxe. Là, bon, bah, tu vois pas forcément l'endroit, mais regarde, je vais te montrer rapidement. Genre là, je suis dans un hôtel genre plutôt sympa. Ok, ouais. Et genre, tu vois l'endroit comme ça, il y a pas à Bali. Et c'est ce qui manque en fait. Et du coup, ça te donne moins la dalle. Comme tout est moins cher, en fait, tu te rends compte que tu viens à compter les euros. Genre, toi, quand tu manges, tu comptes des centimes des fois quand tu prends. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu deviens un peu un rat en étant là-bas. Je sais pas comment Ouais, t'expliquer, mais ouais, c'est assez particulier comme sensation. Et alors qu'ici, bah, là, j'ai pris un cocktail qui coûte 20 euros. Mais enfin, c'est normal, tu vois, je suis dans un lieu cool. Je travaille, je suis bien. Je suis bien. Il n'y a personne qui me dérange. Mais après, à Bali, tu me diras, tu peux trouver aussi des lieux comme ça moins chers. Mais en fait, comme tout est moins cher, tu mets moins de valeur dessus. Et voilà, comme je te dis aussi, c'est moins palpable. Ouais.
faire plus d'argent, c'est moins palpable. Tu vois, là, je paye 20 balles un cocktail, bah, je dis, bah, vas-y, il faut que ma session de travail, elle rentabilise, entre guillemets, ce que je vais consommer ici. Donc peut-être 100 balles dans la journée. Et là-bas, bah, tu vas en avoir pour 2 euros. Donc tu te dis, bon, à quoi bon faire plus, quoi. Ok, bon, tu check un peu. Et toi, quand j'étais à Bali, je travaillais même pas 30 minutes par jour. Ouais, c'est ça. Ma, T'as beaucoup de distractions, tu me disais. T'as des ma choses à routine, voir à droite à gauche, des restos, c'est des ça. sorties. Tu te lèves le matin, tu cherches une nouvelle salle, ou tu vas à ta salle habituelle, peu importe, tu as pris un abonnement, tu vas à la salle, ensuite à 10h tu finis, tu prends ton smoothie, ton truc, tu manges un petit déj, ensuite tu rentres, tu te douches, tac tac, il est déjà 11h midi, tu ressors pour trouver un restaurant pour manger, parce qu'en fait tu fais jamais à cuisiner parce que c'est tellement rien dehors, c'est ça, donc tu sors, tu vas au resto, après tu rentres à 13-14h, puis tu réfléchis à une activité que tu vas faire après, moi c'est souvent ça comme je découvrais, après quand tu es touriste c'est différent. Et du coup, je réfléchissais à où je peux aller, quel endroit je peux visiter. Et du coup, j'allais faire ça, une activité. Ensuite, je rentrais à 17-18 heures. Là, je travaillais 30-40 minutes avant de ressortir pour regarder qu'est-ce que j'allais faire de ma soirée. Et après, restaurant, boîte de nuit, soirée, trucs. Et ça s'arrêtait jamais. Et le lendemain, tu te réveillais, tu refaisais pareil. Et du coup, tu travaillais 30-40 minutes par jour. Et au bout de 2 mois, bon, bah, c'est nul. T'as fait de l'argent parce que tes business y tourne, mais t'as pas avancé plus que ça, tu vois. T'as pas développé plus que ça. Donc, t'as kiffé, c'est sûr. C'est très bien pour kiffer. C'est pas cher, donc si tu veux juste profiter de ta life et mettre en pause un peu le business et que ça tourne bien et que tu as envie de te vider l'esprit, c'est très bien. Mais quand tu es en période de charbon et tout, moi en tout cas, c'est une routine qui ne m'inspire pas, tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Bah, ça te pousse pas à te dépasser, du coup, tu restes dans un environnement où tu restes sur tes acquis. Et, ouais. Exactement. C'est Si t'es ça, c'est quelqu'un qui veut te pousser à chaque fois à faire mieux, à chaque fois, exactement, c'est ça va pas ça. être le bon Après, environnement. ouais, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, du coup, je suis rentré. Là, j'ai pris. En fait, j'étais déjà à Dubaï. J'avais pas encore pris mon appartement à l'année. J'étais en Airbnb jusqu'à présent. Donc, en retour de tout mon truc d'Asie, j'ai pris vite mon appartement à l'année. Comme ça, je suis tranquille. Et en plus, j'avais un petit stress parce que 2 jours après que je sois rentré de Bali, j'ai mon frère qui est arrivé pour 2 mois de stage avec moi ici dans ma boîte. Euh, donc, Ok. on allait au bureau et tout ensemble. Bon, du coup, avant, avec mon associé, on avait des bureaux. Maintenant, c'était fini. C'est pour ça que je suis dans des hôtels, etc. pour travailler. Parce que, bah, en fait, le bureau, c'est pas fait pour moi et je préfère être libre, tu vois, de pouvoir travailler où je veux. C'est vraiment ça qui me plaît. Et pour le moment, j'ai que des gens en remote dans mon équipe. J'ai pas de bureau physique avec des gens sur place à Dubaï. Donc voilà pour le moment. Et du coup, ouais, qu'est-ce que je te disais? Donc du coup, ouais, j'ai pris mon appartement à l'année à Dubaï. Et après, euh, bah, en fait, quelques mois après, je suis parti à New York. J'ai fait un aller-retour sur un coup de tête. Genre 2 jours avant, je prends les billets, je pars une semaine. Là, c'est un autre délire. Parce que là, le coût de la vie, C'est autre chose. il est- ouais, ouais, c'est autre chose, c'est un autre game. Et vraiment, là-bas, il y a vraiment une vibe de fou. Alors, j'ai pas kiffé plus que ça New York. C'était en plein hiver, donc il faisait très froid. Euh, mais ouais, je sais pas, genre, alors c'était sympa, la vibe était là. Genre, vraiment, il y avait une vraie vibe des US. Euh, mais tu vois, c'est très cher. Mais ça te motive pas plus que ça, juste à l'impression de te faire déchirer. Mais c'est pas comme Dubaï. Genre, c'est pas palpable. Tu vois, l'argent est pas palpable. Parce que c'est risqué aussi, tu vois, de montrer trop son oseille là-bas. Ouais. Alors, oui, dans les grandes avenues, tu as les gros magasins de luxe, etc. Mais bon, enfin, Bah, je tu pense en viens. soi, tu vois, par exemple, aux US, si tu vas à Miami, ça serait plus un truc qui se rapprochait de Dubaï en termes C'est de, ça, ouais, où tu c'est passes, ça exactement. qu'il y a de l'argent un Ouais, peu partout. je pense que je vais y aller. Là, ce matin, j'étais avec un ami à moi à la salle, il s'appelle Hans. Et il vient de revenir de Miami. Et il m'en a parlé en bien. Il m'a dit que vraiment, c'était Dubaï en 1000 fois mieux. Juste que c'était apparemment beaucoup plus cher. Et c'était Dubaï, mais en mieux, en soi. Donc, en vrai, ouais, ça m'intéresse de plus en plus Miami. Il faut que j'y passe. Et je réfléchis à faire un gros mastermind là-bas de 1 mois. D'ailleurs, bah, je pense dans les prochaines années, là, peut-être l'année prochaine. Il faut que je réfléchisse. Mais ouais, Miami, c'est un truc qui m'attire pas mal. Ouais. Les US, côte. C'est quoi La c'est côte Floride, etc. Côte Est. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement. Ouais, en soi, ouais, c'est un truc, moi aussi, Miami, etc., ça m'attire plus que New York. C'est un truc, ouais. Pour Ouais, moi, ouais. c'est là où il faut être si tu veux vraiment atteindre des gros paliers en business. C'est là où tu peux te baser aussi. Aussi en parallèle, tu vois, avec Dubaï, avec tous Ouais, ces après, il y a endroits-là. aussi, ça dépend en fait tes objectifs, tes ambitions. Mais il y a aussi la Silicon Valley par là. C'est ça, ouais. Euh, Vraiment, c'est un gros hub. Je pense là-bas, ouais, si tu veux faire des projets de grande envergure, euh, bah, en vrai, c'est là-bas qu'il faut aller, je pense. C'est là où il y a le Carrément. vrai argent. Bon, encore aujourd'hui, même si les US, ça a bien décoté,
et que Dubaï, ça attire de plus en plus de monde, pour moi, c'est pas encore assez structuré ici, Dubaï, tu vois. Ouais, c'est nouveau en soi, c'est pas. Ouais, au niveau finance, par exemple, je le vois, j'ai beaucoup d'amis dans la finance qui sont traders, qui sont quant, etc. Bah, en fait, c'est pas du tout développé ici, cette partie-là. Alors, contrairement aux US où il y a Wall Street, où il y a les plus grands centres d'affaires euh, du monde, pour moi, l'argent est là-bas pour le moment. Tu vois, le dollar est encore, tu vois, une monnaie, bah, pour moi, enfin, c'est la monnaie la plus forte du monde. Euh, les États-Unis sont toujours une des plus grosses puissances mondiales. Donc, il y a d'autres tendances avec la Chine, l'Asie, etc. L'Asie pourrait retourner un peu la tendance, d'ailleurs, dans les années à venir, je pense. Parce que bah, la Chine, aujourd'hui, elle contrôle un peu le monde, en fait. Ouais, Made in en ce moment, China, c'est. c'est toute la planète, quoi. Ouais, carrément, ouais. Bah, en soi, j'ai une dernière question pour toi, du coup. Ouais, Là, on arrive à peu près aux 1 heure. ouais. Est-ce que on va partir là, on passe à Nice du coup, on retourne, on a fait les US, on a fait Dubaï, on retourne à Ouais. Nice. Pour Yes. toi, ça serait quoi euh, si là tu devrais retourner à Nice et te créer un Ok. réseau de zéro, comment tu Ok. ferais ça? Ça serait quoi? Comment tu s'y Bah, prendrais? déjà, via mes événements, Nexa, Ouais, qui se déroulent tous les premiers mardis du mois. Donc, c'est juste des Halles Méridien sur la promenade des Anglais, pour ceux qui connaissent. Donc, ça, c'est si je suis à Nice. Ce que je fais, c'est que j'essaye d'aller sur Eventbrite, sur Meetup, rejoindre des communautés. Il y a des groupes Facebook aussi pour côtoyer des gens. Faut que tu sélectionnes un secteur qui t'intéresse, un secteur qui te passionne au début. Pas chercher les clients, pas chercher l'argent, chercher juste des vraies relations, mais des gens qui ont de la valeur à t'apporter, mais des gens aussi avec qui tu as de la valeur à échanger et à apporter. Euh, Quoique, encore, je mets des réserves là-dessus, parce que je le dis dans un réel récemment que j'ai posté sur Instagram. Tu peux aussi apporter de la valeur à quelqu'un en écoutant et en recevant bien ses conseils, parce que tu l'aides à être utile dans sa journée. Donc, c'est ouais, pas obligatoirement. Mais après, voilà, quand tu as de l'expérience, tu peux apporter de la valeur. Et je dirais, ouais, traîner à Monaco, à Cannes, pas avoir peur d'être ouvert à la discussion avec les gens. Je sais pas, tu es à Monaco dans un bel hôtel, tu travailles. Moi, ça m'arrivait souvent d'y aller. Bah, je revois quelqu'un avec une belle montre ou avec une belle voiture. Bah, je peux aller lui parler, il n'y a pas de problème, tu vois. Il faut casser cette barrière sociale, je dirais. Parce que, bah, au pire, il te dit non, j'ai pas le temps. Bon, bah, c'est un nom, le mec t'a oublié dans 10 minutes, il t'a oublié, même pas, il t'a déjà oublié, tu vois. Donc, en soi, ça coûte rien. Au pire, c'est un nom. Il faut prendre des portes, il faut pouvoir accepter de prendre des noms. C'est ça qui va te faire grandir, qui va aussi bah, améliorer tes approches sociales, parce que si tu prends des noms, c'est peut-être que tu l'as fait de la mauvaise manière. Et donc, être meilleur aussi en relations humaines, qui pour moi est la clé en fait dans tous les projets, tout ce que tu veux entreprendre, parce que chaque clé est en toi, mais on va dire que celui qui va l'enfoncer dans la bonne serrure, c'est la personne avec qui tu vas parler, c'est la bonne discussion en face, c'est le bon humain en face qui va te faire évoluer et qui va te faire te remettre en question sur toi et t'ouvrir justement là-dessus. Donc, ouais, donc je dirais Nexa, Monaco, Cannes. Le Sud, c'est très bien pour ça d'ailleurs. Paris d'ailleurs aussi, c'est très bien, il y a beaucoup d'événements. ouais, pareil, je D'ailleurs, trouve que c'est encore plus. Il y a c'est un encore mieux. écosystème d'entrepreneuriat plus développé encore. Ouais, ouais, c'est encore mieux selon moi. Franchement, c'est pour ça que j'ai fait Nexa en fait à l'époque, parce qu'il n'y a rien. C'est Ouais, vraiment c'est sur ça. une très limité, à part les BNI, les trucs un peu, on va dire, gouvernementaux, enfin, je sais pas si tu peux appeler ça comme ça, mais tu sais, les organismes comme la French Tech, des choses Mhm. comme ça. Pour moi, c'est un peu boring. C'est un peu un monde à part où les gens ils sont pas très terre à terre. C'est des mecs qui ont délevé des fonds, qui viennent du milieu assez corpo, assez traditionnel. Que moi, j'aimais pas trop à ce moment-là, j'adhérais pas trop. Soit j'ouvre un peu mon esprit maintenant. Mais voilà, faut regarder un peu tous les groupes qui se font autour de toi. Et sinon, bah, en fait, tout simplement faire du réseau, envoyer des messages aux gens, les démarcher. Pour moi, c'est ce que j'ai fait au début. Hein. Café virtuel, LinkedIn, café physique après, au début en visio comme là. Et tu connectes avec les gens, tu leur proposes d'échanger de la valeur, faire des synergies, de vous rencontrer sur place. Tu peux trier sur LinkedIn. En plus, LinkedIn, c'est un super réseau social par ville. Donc, tu mets Nice, tu envoies des messages au patron. Si c'est des entrepreneurs que tu veux rencontrer, si c'est des gens dans la finance et que tu veux te lancer là-dedans, une carrière là-dedans, bah, contacte des gens qui ont fait, je sais pas, HEC, qui ont fait des masters en finance, qui sont des grosses banques. Voilà, donc en fonction de tes objectifs, tu vois, mais LinkedIn, c'est un très bon moyen. Peu importe où tu es, tu vois. Là, tu vois, c'est un conseil Ouais, pour ouais, les gens en dehors de Nice aussi. bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos que tu nous as données. C'était un échange très pertinent, je trouve. Et voilà, merci d'être intervenu. N'hésitez pas, du coup, si vous regardez la vidéo, à aller sur la chaîne YouTube de Simon, ses réseaux aussi. Et merci Et d'être ce qu'on fait, venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Et
Et Avec voilà, plaisir. bonne fin de journée à toi. Toi, ouais, il est Yes, déjà 17h. yes, toi aussi. À bientôt. Allez, ciao, ciao, merci beaucoup. Ciao, bye bye.